Bonjour à toutes et à tous. L'incendie de Troyes en 1524 a peu fait l'objet d'études, malgré son retentissement considérable à l'époque. En une étincelle, tout le monde en a entendu parler. Et comme de nos jours, il ne faut pas attendre longtemps avant que les théories les plus farfelues n'émergent. Dans les rues agitées, alors que l'incendie n'est pas encore éteint, les braises de la rumeur circulent déjà au gré du vent. Allez, générique! Quand on évoque le grand incendie de Troyes, on retient en général ce qu'en dit le local Nicolas Pitou ou l'avocat Nicolas Versoris. Tous deux mentionnent l'événement dans leurs écrits privés. Nicolas et Nicolas, ce sont deux auteurs différents. Le premier, Nicolas Pitou, est avocat au siège présidial et il exerce un temps au Parlement. L'incendie intervient l'année même de sa naissance, autant dire qu'il ne peut avoir été le témoin direct, même s'il est originaire de Troyes. Son texte le précise d'ailleurs avec l'expression « comme j'ai entendu ». Pitou propose donc un travail de réécriture. Il paraît que le voisin du voisin de la cousine de la femme de mon beau-frère a dit que... Il y a de ça, mais on peut lui reconnaître un certain sérieux d'historien dans sa démarche. Il interroge des témoins, il critique ses sources et propose une synthèse. D'accord, donc son texte n'est vraiment pas à négliger. Quant au second, Versoris, il appartient à une famille parisienne connue qui a donné plusieurs hommes de loi au Parlement et au Châtelet. Professionnellement, il suit les traces de son père et s'appuie sur une fortune somme toute modeste. Regardons ce que ce Parisien dit de l'incendie. Le 24 mai 1524 se déclare un merveilleux cas à Troyes. C'est moi ou en disant cas, il suppose la survenue d'un accident? Et bonne remarque, c'est exactement sa thèse. L'avocat commence par évoquer les dégâts matériels, mais très vite il enchaîne sur une théorie du complot avec des incendiaires venus de l'étranger. Il fut bouté le feu de nuit par quelques épis, jeunes enfants envoyés, comme on disait. Toutefois, l'hypothèse est immédiatement relativisée en affirmant que de ce ne fut aucun avéré. Si seulement tous les journalistes pouvaient faire de même de nos jours. Si jamais tous nos scientifiques sont une bande de fous, non, parce que c'était pas tous les scientifiques ne disaient pas ça. Il y avait pro-masque et disons que contre-masque. les décideurs. Ça te va, les décideurs? Mais peut-être que j'en ai rien à branler qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Bien qu'écartée rapidement, la théorie mute sous la plume de Versoris et revient presque immédiatement, mais avec beaucoup moins de prudence cette fois. On dit et est certain que c'était feu grégeois, à l'extermination duquel ne pouvait profiter l'eau. De fait, l'événement est rapidement évacué dans son approche et on n'en saura pas beaucoup plus sur l'incendie. Il insiste quand même sur la somme d'1 million d'or détruit, mais c'est tout. L'auteur évoque les suites, les arrestations et surtout les rumeurs qui se répandent à Paris. Il est parisien en même temps. Oui, voilà. Ce qui se passe véritablement à Troyes, ce n'est pas vraiment son sujet. C'est bien la situation parisienne qui l'intéresse, puisqu'il est soldat de la garde bourgeoise et fait habituellement son service à la porte Saint-Germain. Il regarde donc du côté de ce qui pourrait nourrir une agitation au sein de la population. En gros, c'est l'idée. Attaché au service du roi, on comprend son intérêt pour les questions de sécurité publique dans le livre de raison qu'il rédige au quotidien. Pour vous permettre de comprendre l'économie du récit, je fais ressortir visuellement ce qui est de l'ordre du factuel au sujet de l'incendie, et le reste n'est que pure spéculation et répercussion à Paris. On se croirait sur un blog obscur. Ah, c'est toi qui le dis, hein. Moi je pensais plutôt à un ancien journal qui aurait eu la très bonne idée de licencier tous ses journalistes en quelques mois. Mais bon, qui ferait ça au XXIe siècle, hein, ça n'aurait aucun sens. En tout cas, Nicolas Versoris est avec Nicolas Pitou l'une des références principales au sujet du grand incendie de Troyes. L'un et l'autre mériteraient une vidéo dédiée, mais je passe vite pour aller à l'essentiel, puisque j'ai récemment découvert une mention supplémentaire dans une chronique parisienne. Et celle-ci apporte un nouvel éclairage sur les événements. Et c'est justement le texte sur lequel on va se baser dans cette vidéo. Eh, bien vu la petite voix. Et pour cause, comme Versoris, cet écrit est le fait d'un auteur parisien. Ils ont donc une approche assez similaire. Dans les deux cas, ce sont des documents produits en dehors d'un cadre institutionnel et qui témoignent d'une prise de parole personnelle. Si l'un des manuscrits est conservé aux archives du Vatican, l'autre se trouve à la Bibliothèque nationale de France.
Tous deux montrent ce qui se dit à la capitale au moment des faits au sujet d'un incendie qui s'est déroulé à plus de 150 km de là. Si les deux écrits sont rédigés à peu de distance des événements, sans travail de réécriture spécifique à la différence de Pitou, il est difficile de déterminer les sources mobilisées par chacun des auteurs. Probablement se fondent-ils essentiellement sur ce qui se dit dans les rues parisiennes. Toujours est-il qu'ils peinent à faire le tri dans l'afflux d'informations. Le saviez-vous que les rumeurs font l'objet de recherches scientifiques? Non? Bah, faudra absolument aller voir cette vidéo après. Pour ces deux auteurs de la capitale, les faits sont donc lointains. Rappelez-vous, chez Versoris, les éléments factuels que j'ai mis en avant tout à l'heure. Eh bien, là, c'est à peu près la même chose pour la chronique. Les faits peuvent même être contradictoires au sein d'un même récit, sans que cela ne gêne personne. Mais justement, cela nous apprend quand même quelque chose. Effectivement. Faisons le point. À Troyes, au moment où l'incendie éclate, le contexte est un peu particulier puisque les pauvres sont alanguris de faim. Alanguris? C'est tomber en désuétude, mais le verbe alangourir signifie tomber dans la langueur, dans un état d'affaiblissement si tu veux. En gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'on est dans une ville en tension, littéralement tenaillée par la cherté. La cherté, elle, renvoie à une situation de prix élevé, un peu comme l'inflation si vous voulez. Le 24 mai 1524, alors que les beaux jours sont là et qu'il règne une certaine chaleur depuis plusieurs semaines, le feu éclate. Le chroniqueur parisien considère que l'affaire commence après minuit, mais le Troyen Nicolas Pitou atteste plutôt de 22 heures. Et cette différence, ça a une grande importance? Non, c'est du détail, mais cela montre bien que la fiabilité des informations du chroniqueur sont discutables. Il note probablement sur le vif et ne vient pas corriger son texte ultérieurement en cas d'information nouvelle. Ou alors il s'est juste planté. Bref, reprenons. On sait que l'incendie se propage rapidement depuis la maison d'un apothicaire, rue de l'Épicerie, et qu'il ravage d'abord le cœur commerçant de la ville, quartier de Concelles, de Saint-Jean et du Beffroi. Les deux Parisiens s'accordent pour considérer que l'incendie est d'importance, ravageant un tiers de la ville jusqu'à la porte du Beffroi. Un tiers? C'est vraiment énorme. Cela correspond à 1500 maisons, auxquelles s'ajoutent 5 ou 6 églises, dont partiellement celle de Saint-Jean-au-Marché et totalement celle de Saint-Pantaléon et de Saint-Nicolas. Il en est de même pour l'hôtel de la Commanderie qui est un bâtiment fait de pierre fondé par les Templiers puis dévolu aux Hospitaliers. Dans son récit, Nicolas Pitou considère également que l'agitation permet à une partie de la population pauvre d'accéder au grenier de la ville qui était jusque-là fermé. Ils se servent donc à leur risque et péril. Autrement dit, ils pillent, tandis que la ville est en proie aux flammes. Toutefois, je l'ai dit, pour ces deux auteurs parisiens, le traitement des faits est vite expédié. Pour eux, cela n'a d'importance qu'à travers les répercussions de l'incendie de Troyes dans la capitale. Ce qui compte, c'est qu'ils ont affaire à des incendiaires, appelés boutefeux, et que l'acte est criminel. Et c'est d'ailleurs ce que le chroniqueur fait ressortir en marge, et c'est clairement la thèse qu'il retient. Versoris ne s'en cache pourtant pas. Il s'agit d'informations d'une fiabilité douteuse. Il l'exprime clairement à travers la formule « l'on dit et est certain que c'était feu grégeois ». C'est clairement un oxymore là. Les deux notions sont purement contradictoires. Soit on est certain, soit c'est des on-dit. C'est un phénomène intéressant, soulevé notamment par le sociologue Gérald Bronner lors de l'incendie de Notre-Dame. Lorsqu'un événement exceptionnel survient, il ne faut jamais longtemps avant que des théories explicatives plus ou moins farfelues n'apparaissent. Et si on regarde dans le temps, le fait est que de nos jours, l'intervalle de temps entre l'événement et les premières théories du complot tend à se réduire. Si avec les réseaux sociaux il ne faut plus que quelques minutes avant que le récit alternatif ne se mette en place, durant l'Ancien Régime, les moyens sont différents, plus lents, plus diffus, mais les mécanismes sont similaires. Ce qui est sûr, c'est que les outils numériques donnent des tas de conditions sur le marché de l'information pour que toutes sortes de croyances soient fertiles. Alors là, ce dont on peut être certain, c'est que ces théories du complot, à part quelques-unes, je veux dire, elles n'étaient pas connues du grand public auparavant. Au contraire, maintenant, elles ont largement essaimé au niveau des thématiques. Et puis, elles sont de plus en plus nombreuses. Et puis, elles vont de plus en plus vite. De manière tout à fait classique, on peut déceler dans les théories du complot les actions secrètes menées par un groupe d'individus dans un but malveillant. Les hypothèses sont souvent rationnellement injustifiées ou pour le moins non vérifiées, comme le propose Pascal Wagner-Egger, un chercheur en psychologie sociale. La conclusion est simple, le feu se déclare très vite. C'est donc que c'est criminel. Élémentaire mon cher Watson.
Néanmoins, comme nous l'avons vu, nos récits parisiens se concentrent presque exclusivement sur ces théories, au détriment des faits. Et pour cause, les hypothèses alternatives ne reposant pas sur des preuves sont très séduisantes pour l'esprit humain. Ouais, t'en es sûr de ça? Je ne vais prendre qu'un exemple simple et évident pour tout le monde. Une étude démontre par exemple que les vidéos niant le réchauffement climatique et comptant des millions de vues sont plus nombreuses que celles qui défendent un consensus scientifique. Parce qu'il y a des gens qui sont scientifiques qui le remettent en cause, madame. Pardonnez-moi de vous le dire. Aujourd'hui, de climatologues qui remettent... Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, si vous me permettez, vous n'êtes pas scientifique. Et pourtant, il est largement écrasant, de l'ordre de 95 à 98% des chercheurs. Voilà. Donc là, on a passé en revue la première partie du texte de la chronique, puisqu'il nous dit « L'an 1524, le mardi 24 jour de mai, audit an. Il y eut plusieurs marauds de la ville de Troyes qui, après... » Des marauds sont des vagabonds, des mendiants, mais plus péjorativement, ce sont surtout des vauriens. Minuit, mirent le feu dedans ladite ville, lequel feu dura par... l'espace de 2 jours et 2 nuits, et fut brûlé plus de... la tierce partie de la ville, et furent brûlés lesdits marauds en plusieurs lieux, et il y avait desdits marauds tels qui n'avaient que 8 ans, et toutefois furent brûlés tous vifs. Ainsi donc, le chroniqueur est plutôt factuel. Mais l'ensemble du récit est revu et corrigé à travers le prisme déformant de la thèse criminelle qui ne semble pas faire le moindre doute dans son esprit. Cela dit, comme nous allons le voir dans 1 mois, ce qui compte pour lui, ce sont les répercussions parisiennes. Tu vas quand même pas t'arrêter là? Je veux la fin, moi, je vais jamais réussir à attendre. En plein milieu d'une histoire. Bon, c'était pourtant l'idée. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour analyser la fin du texte de la chronique. Mais t'as pas honte, lâcheur? Non, pas du tout. Il paraît que plus on attend et plus c'est bon. Vous la connaissez, la technique du pied dans la porte? Eh bien, on est en plein dedans, là. En attendant, Utipeuses, Utipeurs, futurs Utipeuses et futurs Utipeurs, partagez cette vidéo et aidez les autres à découvrir cette chaîne.